Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Sport Planète, l'émission, déjà le 4e numéro. Je suis ravie d'être à vos côtés pour parler avec nos invités d'un sport éco-responsable. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette émission. Il a vécu aux États-Unis, suivi la NBA pendant 5 ans. Lassé de voir le sport-spectacle gaspillé, il a créé Game Earth, premier programme de contribution climat. Benjamin Adler est notre invité. Dans notre Zoom Éco, on va parler sport auto, des disciplines sous le feu des critiques qui ont conscience de devoir accélérer leur transition énergétique. C'est le cas des 24 heures du Mans qui affichent des objectifs élevés à horizon 2030. Jérôme Lachaze nous en parlera. Et puis son truc à elle, c'est la dépollution des fleuves, donc 80% des déchets finissent dans l'océan. Anaëlle Marot, fondatrice du collectif Projet Azur, va nous détailler les prochains défis de ce projet Azur, comme notamment la traversée des Alpes à vélo. On en parlera dans quelques instants. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va se régaler dans cette émission. Vous avez tous plein de choses à nous raconter. Alors Benjamin, je vais commencer avec vous. Benjamin Adler, président et fondateur de Game Earth, premier programme de contribution climat pour le sport pro et amateur. Alors dites-nous quand et comment et pourquoi presque vous avez lancé Game Earth. Pourquoi ? C'est parce que comme vous l'avez dit, j'étais anciennement journaliste, notamment correspondant aux États-Unis, et c'est vrai que sur la fin de ma carrière journalistique, je voyais plutôt dans l'organisation d'un événement, en l'occurrence les matchs NBA, beaucoup finalement de non-sens écologique et de gabegie, et ça a commencé à m'interpeller. Et en rentrant en France où mon militantisme écologique a été multiplié par 2, j'ai eu envie de créer dans le paysage du sport français un programme de contribution climat qui puisse servir de levier d'engagement du sport avec une vertu collective et surtout créer un vrai levier d'impulsion pour pouvoir passer à un passage à l'action, pour à la fois raconter un nouveau récit, une nouvelle histoire, pour que le sport devienne soutenable. On le voit très bien et on le sait, il y a eu plein d'études dans 25 ans. Si le sport ne change pas ses modes de production et de consommation, il ne sera plus consommable et producteur et praticable tel qu'il est aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait ? Et dans le paysage du sport et de l'écologie, on a donc eu l'idée avec mes associés et toute l'équipe de créer Game Earth, qui a pour vocation vraiment de permettre pour la première fois au sport français, au sport professionnel, d'équilibrer son impact structurel d'une empreinte carbone, une empreinte biodiversité, qui est normale. En fait, on a tous une empreinte carbone dans le cœur de nos activités, de le rééquilibrer avec un programme de contribution carbone ou de contribution biodiversité qui va permettre le financement de projets de régénération, de réparation et de sensibilisation pour pouvoir justement sur des territoires donnés impliquer aussi le sport amateur qui a envie de venir s'impliquer, les clubs, les ligues, mais elles ont souvent ni les compétences et surtout pas l'argent. Et donc nous, notre job, c'est d'aller chercher cet argent auprès des acteurs du sport pro via de la contribution ou du mécénat. Voilà. Alors concrètement, ça ce sont les grandes lignes de Game Earth. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez ? Donc concrètement, là, on a récemment travaillé avec la Fédération française de football avant le match France-Danemark. Donc on a fait ce qu'on a appelé une exposition climat. Donc on a eu des affiches sur 4 grandes thématiques finalement, des enjeux climatiques de notre quotidien, c'est-à-dire digital, équipement et textile, énergie et transport, alimentation et eau. Et on a essayé de faire comprendre à travers vraiment une data visualisation très esthétique, très ludique, où est-ce qu'on polluait dans notre quotidien et comment est-ce qu'on pouvait déjà enclencher des changements d'usage et comportement. Et on a également lancé Mon Foot Carbone, qui est donc le premier calculateur carbone en ligne, entièrement dédié aux pratiquants amateurs de foot et qui permet aussi de calculer l'empreinte carbone dans la consommation devant les écrans. Et ça, c'est vraiment la continuité d'un outil qu'on avait lancé avec notre fonds de dotation, qui était également complètement gratuit, qui s'appelait Mon Match Carbone et qui là permet à n'importe quel sportif amateur en France de calculer en moins de 5 minutes son empreinte carbone dans la pratique de sa passion. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde un match de foot, on peut calculer finalement ce qu'on coûte à la planète simplement en étant posé sur son canapé avec sa tablette sur les genoux. Bah oui, ça s'appelle l'empreinte carbone digitale, notamment à travers les data centers, les clouds, tout ça, ça génère beaucoup, ça nécessite beaucoup d'énergie, pardon. Et donc l'idée, c'était que pour la première fois, on prenne conscience, c'est vraiment des outils d'éveil. Et puis on va également la travailler avec une grosse fédération pour calculer l'empreinte carbone
carbone lors d'un événement, donc empreinte directe et indirecte. Alors, est-ce qu'on a déjà les chiffres sur le dernier match sur lequel vous avez travaillé? Non, on n'a pas les chiffres puisqu'on est en train de travailler. De toute façon, les chiffres n'ont pas vertu à être rendus publics. Ça dépend évidemment de la fédération, du ligue ou de la ligue ou du club qui veut le faire. Ce qui est important, c'est que de ce chiffre, nous, on va en tirer un montant compensatoire, on va en tirer un montant. On va encaisser ce montant avec notre fonds de dotation et c'est avec ce fonds de dotation-là qu'on va pouvoir financer des opérations. Là, en l'occurrence, on va financer plusieurs opérations lors d'une même journée sur plusieurs territoires français, des actions de sensibilisation et d'action. Alors là, on parle beaucoup du football, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Oui. Parlez-nous peut-être un peu du match du bassin ou de l'Odyssée en Corse que vous avez réalisé récemment avec Ophélie David. Oui, ok. En fait, donc là, c'est une opération qu'on a fait avec la fédération, parce que là, c'est ce qu'on est capable de faire, être force de calcul et de contribution. Mais on a donc également un fonds de dotation qui, en plus d'encaisser l'argent de ses contributions, donc si demain on bosse avec une fédération qui veut faire exactement ce qu'est en train de faire la fédération dont je ne peux nommer, et bien là, on accueille de l'argent du mécénat, donc public ou privé. Et avec cet argent-là, donc avec Gamers Fund, on va financer ou organiser des opérations de réparation. Donc on a une opération qui s'appelle le match du bassin, qui depuis maintenant 4 mois... Oui, voilà, les images qui sont derrière. Donc ça, c'est la dépollution à Marseille, en l'occurrence. Donc nous, notre job, c'est d'encaisser cet argent. On a 10 associations partenaires. On identifie à travers nos assos partenaires les programmes qu'on a envie de venir financer, sur lesquels il y a une réelle appétence sur un territoire donné. Donc là, on a organisé une dépollution à Marseille. Ça, c'est le match du bassin. Donc à chaque fois, nous, on finance 3 associations pour, le temps d'une journée, aller faire une dépollution sous-marine, un nettoyage de plage de littoral et de la sensibilisation soit dans les écoles, soit directement sur place, au Posin Barnum, et c'est une sensibilisation publique. Et donc, on travaille avec la Water Family, qui est une asso en Nouvelle-Aquitaine, Wings of the Ocean, qui est une asso de dépollution, et les nettoyeurs subaquatiques, qui est une asso locale de Gironde. Donc ça, c'est le match du bassin. On a fait 5 journées, on a une 9e le 9 juillet, et sur chaque journée, on invite tous les acteurs du sport amateur et du sport professionnel à venir en équipe avec leurs dirigeants pour pouvoir permettre cette sensibilisation sur le territoire. Et l'Odyssée, c'est une opération, là en l'occurrence, on ne l'a pas organisée, on a financé, on a donné de l'argent à la Water Family, l'antenne Corse, qui a organisé pendant 3 jours une grande opération qui s'appelle l'Odyssée Corse, qui est organisée notamment par Ophélie David, qui est une ancienne championne du monde de ski cross, et toute une équipe d'anciens sportifs où pendant 3 jours, on va à la fois aller faire toute une journée de sensibilisation auprès des enfants, dans les écoles sur une plage. Ensuite, on a un nettoyage de plage, un kayak, donc ça te concerne directement, et du coup au littoral à pied. Et le 3e jour, il y a une grande course dans l'estadelle de Bonifacio qui s'appelle la Color Planet. Et là, c'est pour sensibiliser au D3E, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 5 € pour avoir son FI, enfin son ticket d'entrée, on arrivait avec un objet électronique. Et l'idée, c'était qu'à travers ça, de comprendre que quand on recyclait ou quand on arrêtait d'utiliser un objet électronique, on lui donnait une deuxième vie. On utilisait X litres d'eau, puisque la Water Family est spécialisée sur la sensibilisation et sur le cycle de l'eau. Voilà, et ça, nous, on a participé à ça. Donc, on a utilisé l'argent de Gamers Fund pour permettre à cet événement de voir le jour, puisqu'il impliquait beaucoup d'anciens sportifs et de sportifs, et quand il est vraiment sur à la fois de l'action et de la sensibilisation. Donc, on est vraiment dans le cœur de notre mission. Et c'est très important parce que on a estimé qu'il manquait vraiment ça aujourd'hui, une force caritative environnementale qui, décorrélée de tout intérêt commercial qu'on a tous à travers nos sociétés, était capable d'embarquer de manière collective le sport pro et le sport amateur. Voilà. Aujourd'hui, ce programme, très rapidement, ce sera ma dernière question. Comment on en devient membre ? Quelles sont déjà les forces vives qui vous accompagnent ? Eh bien, on en devient membre soit en acceptant de faire une contribution carbone ou contribution biodiversité, donc de dire oui, j'acte que dans mon événement, je vais faire un calcul. Donc nous, on est force de calcul, on a une méthodologie qu'on a développée, qui est basée sur la base carbone ADEME, on a un cabinet partenaire qui est BL Evolution. Donc on est force de calcul, force de contribution, et à ce moment-là, à partir du moment où vous faites une contribution, ça peut être sur un match, ça peut être sur un centre d'entraînement, ça peut être sur un stade, on décide ensemble, vous devenez membre, et après vous devenez automatiquement membre quand vous êtes membre donateur du fonds de dotation, parce que vous êtes une entreprise, une marque. Nous, on est aussi là pour parler aux marques et aux sponsors. Le sport en France ne fonctionne pas. Il a 2 particularités, c'est qu'il est très descendant du sport professionnel qui finance le sport amateur, et il y a des marques et des sponsors qui financent le sport professionnel. Donc comment est-ce que dans ce triptyque, on arrive à travers un effet de ruissellement assez vertueux à pouvoir impliquer tout le monde ? Donc on est membre à travers un engagement concret via une contribution et une donation au fonds de dotation. Merci beaucoup pour cette explication et la naissance de Gamers. Évidemment, vous restez avec nous pour la suite. Vous intervenez si vous le souhaitez. Et puis, il y aura évidemment notre quiz notre écolo quiz, à la fin de l'émission. On parlera notamment de vélo. On va tout de suite nous passer au Zoom Éco. Et
ce mois-ci, dans le Zoom Eco, on a choisi de s'intéresser à un événement planétaire considéré comme la plus grande course automobile du monde. Ce sont les 24 heures du Mans qui ont eu lieu les 11 et 12 juin dernier, 90e édition marquée par la victoire de Toyota. Ça, c'était pour le côté performance. Mais avec vous, Jérôme Lachaze, responsable RSE des 24 heures du Mans depuis début 2021, on va parler de la stratégie, évidemment, en matière environnementale. Alors évidemment, les sports auto, je le disais tout à l'heure, sont souvent pointés du doigt et pour cause lorsqu'on parle d'écologie. Mais je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience est véritablement unanime. Oui, la prise de conscience est unanime parce qu'on n'a pas le choix. En effet, il y a une vraie volonté de démontrer que le sport auto peut apporter des choses et donc on est challengé par un certain nombre de parties prenantes. On va dire les sponsors en premier lieu, les 24 heures du Mans. S'il y a une vraie volonté de travailler sur les sujets de RSE, c'est que les sponsors ont dit on est sponsor des 24 heures du Mans, mais qu'est-ce que vous faites pour la planète et pour la société au sens large. Et à partir de ce moment-là, il y a une vraie réflexion qui était de dire ok, comment est-ce qu'un grand événement sportif international comme les 24 heures du Mans peut avoir un impact positif, si on peut dire, sur la planète ou sur la société. Et puis ensuite, les collectivités, les fédérations internationales, les fédérations nationales ont commencé à s'emparer du sujet de façon disparate, mais en se disant comment est-ce qu'on peut continuer à faire tourner des voitures notamment, mais qui vont contribuer à la société au sens large et donc notamment à la planète. Et c'est dans cette dynamique-là que l'Automobile Club de l'Ouest, qui est organisateur des 24 heures du Mans, a dit on veut développer une stratégie RSE. Alors cette stratégie, vous allez nous en parler, il y a des engagements assez forts. Il y a des engagements assez forts. On a décidé de travailler sur 3 sujets, donc on va se concentrer sur le premier. Mais engagement pour le futur, c'est vraiment une vision à 2030 de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une action pour la planète, notamment sur l'enjeu carbone, qui est le plus visible et le plus attendu sur le sport auto. Engagement pour une économie responsable. Comment est-ce qu'à travers les différentes actions qu'on peut avoir, on peut embarquer nos différents partenaires, que ce soit nos sponsors, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit même les produits qu'on va distribuer en boutique, parce qu'on a une responsabilité aussi d'embarquer nos fournisseurs. Et puis l'engagement pour tous, qui sont sur les enjeux sociétaux, ça va être sur l'inclusion, ça va être sur l'accessibilité, ça va être sur la parité dans le sport auto. Aux 24 heures du Mans, cette édition, il y a eu 5 femmes pilotes. C'est aussi intéressant de montrer sur 180. Mais c'est intéressant parce qu'il y a bon, c'est pas en effet un sujet environnemental, mais on avait un équipage 100% féminin, c'est une façon de voir le sujet, et il y avait 2 équipages mixtes, et pour moi c'est plus important de montrer que ce soit 2 femmes, un homme ou 2 hommes, une femme, on peut arriver à au même niveau de performance. Donc ça, c'est les 3 engagements sur lesquels on est parti. Et le principal, c'est vraiment la partie engagement pour la planète, où on a dévoilé à l'occasion des 24 heures du Mans notre bilan carbone, où on a dit, voilà l'objectif qu'on s'est fixé, c'est moins 30% de CO2 en 2030. On va y revenir dans quelques instants sur le détail de ce bilan carbone qui est assez intéressant. Mais justement, nous, on va s'intéresser à un autre événement qui a eu lieu début juin également. C'est le rallye Naturel Aventure. Alors là, course de rallye 100% électrique et 100% féminine. Concept unique dans le monde qu'a découvert notre reporter Lucien Jahan. C'était du côté de Versailles. Des sourires, de la bonne humeur, Naturel Aventure. C'est le premier rallye électro-féminin au monde. Voici Linda Benzid. C'est elle qui est à l'origine de ce projet. Il y a 2 ans, on a décidé de lancer le projet Naturel Aventure, le premier rallye électro-féminin au monde, dont le concept, c'est de l'orientation en voiture 100% électrique, 100% pour les femmes. Et on va mixer des étapes en trek, donc c'est vraiment une première mondiale. Et on est très heureux de lancer la 2e édition aujourd'hui depuis Versailles. Ah, Versailles, la ville du roi soleil. Et pourtant, cette 2e édition a commencé de manière pluvieuse. Mais ce qui fait l'ADN de ce rallye, c'est évidemment la bonne humeur des pilotes et du staff, mais aussi l'aspect environnemental du projet. Dans notre organisation, pour chaque équipage engagé, en fait, on a créé une association en parallèle qui s'appelle Maternelle et on reverse une participation à cette association. L'objectif, c'est que l'association nous accompagne dans toutes les régions où on va pour mener des projets autour de l'environnement, de la biodiversité et des nouvelles formes de mobilité comme la mobilité verte. Et puis pendant la semaine, sur la région Savoie-Haute-Savoie, je vais aller rencontrer des enfants des écoles des villes qu'on visite, donc des enfants de CM2, pour leur faire un atelier de la fresque du climat. C'est une association qui explique un peu les enjeux du dérèglement climatique.
je fais attention à l'impact que j'ai au quotidien. Donc là, le fait qu'il y ait une conscience écologique derrière le projet, c'était hyper important, oui, c'est clair. Après quelques spectacles sur la scène pour lancer idéalement cette deuxième édition du rallye, tous les feux sont au vert pour passer à la présentation des 18 équipages qui vont participer à cette course. Mère-fille, collègues de travail, tante-nièce, amies de longue date, toutes ont un message fort pour la planète. J'ai choisi de faire ce rallye parce que j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice côté environnement. C'est pas grand chose, effectivement, dans le quotidien, mais bon, moi ça me fait plaisir de pouvoir le jouer comme ça. Des femmes et encore des femmes. Et pourtant, le parrain de cette course est un homme, bien connu du grand public. Franck Dubosc, l'humoriste et comédien, a été séduit dès les prémices du projet. Linda m'a appelé, on se connaissait par des gens du sport, justement de mes enfants au football, et elle m'a tout simplement demandé, et j'ai trouvé ça génial, l'idée que cette énergie qu'elle avait de lancer un rallye uniquement féminin, en plus électrique, je trouvais qu'il y avait plein de points positifs là-dedans, donc j'ai dit oui tout de suite. Plus on dira qu'il faut aller dans le sens de l'électrique ou en tout cas sauver la planète, même par des petites touches comme ça, d'un départ de rallye, plus on le fera, plus mes enfants pourront respirer. Après quelques photos souvenirs et des au revoir remplis d'amour et de tendresse, tout le monde dans le bus, direction Annecy, pour la première des 5 étapes de cette semaine de course. Se déconnecter du monde pour se connecter à la nature, c'est l'objectif de Naturelle Aventure. L'événement qui s'est achevé le 11 juin dernier avec la victoire de l'équipage des Survoltés qui s'est imposé pour cette deuxième édition. Jérôme, on l'a vu dans ce reportage, les pilotes sont particulièrement impliqués. C'est le cas aux 24 heures du Mans aussi? C'est de plus en plus le cas. On a créé l'année dernière un Sustainable Endurance Award pour récompenser les équipes qui s'engageaient. Derrière toi, on voit Ferdinand Hasbourg qui est un pilote de WRT qui, lui, est très engagé. Il est parrain d'une association, Drive Fast, Axe Faster. Et cette année, on a remis un prix spécial à Pipo Derani, qui est pilote Glickenhaus. Pas forcément sur un sujet environnemental, mais il avait fait faire un casque par Gisbard, qui est un artiste français. Il va le mettre aux enchères. Et les fonds vont être versés à un hôpital pour des enfants atteints de cancer à São Paulo. Donc les pilotes, oui, ils sont sensibles et ils commencent à essayer de porter aussi la bonne parole et de se dire comment est-ce que nous, on peut contribuer à un monde meilleur. C'est le cas notamment aussi de ceux qui sont sur le prototype hydrogène de la mission H24, mais je t'en parlerai après. Juste maintenant d'ailleurs, parce que dans notre reportage, on a parlé de voitures électriques. Alors évidemment, les voitures qui tournent aux 24 heures du Mans, bon, on a tous un petit peu ce regard, voilà. Mais vous travaillez justement sur la voiture de demain, ce proto-hydrogène, pour peut-être créer une catégorie à court ou moyen terme? À horizon 2025. Depuis 2018, on a lancé avec Green GT un programme spécifique qui s'appelle Mission H24, où on a développé from scratch quasiment un proto qui fonctionne à l'hydrogène, donc avec une pile à combustible, de l'hydrogène vert. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un prototype qui soit en capacité de faire les 24 heures du Mans, idéalement de les gagner, mais c'est vraiment de la recherche et développement grandeur nature. Là, cette année, le proto a fait déjà 2 courses, donc c'est vraiment une première. Il a réussi à boucler les 52 minutes de course. Et aux 24 heures, il a fait Road to Le Mans, il a atteint 292 km/h dans la ligne droite des Lignaudières. Donc c'est pour nous aussi très important parce que c'est aussi contribuer à la mobilité de demain. Comment est-ce que, grâce à un véhicule de course, on arrive à imaginer ce que sera la voiture de monsieur et madame tout le monde. Donc là, le prototype hydrogène Mission H24, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux et qui commence à fonctionner. Donc en 2025, on espère en effet avoir des protos hydrogènes qui roulent aux 24 heures du Mans. Je ne vais pas encore dire gagne. Le bilan carbone, je voudrais qu'on y vienne, puisqu'on le disait, effectivement, on a cette image des pneus, du circuit, des voitures qui tournent, mais c'est quand même pas la majeure partie quand on décompose le bilan carbone. En tout cas, il y a une partie un peu plus importante qui est liée à celle des spectateurs. Oui, mais comme dans n'importe grand événement, la part des spectateurs représente 2 tiers du bilan carbone. Le bilan carbone des 24 heures, donc on est parti sur une base 2019. Avant le Covid, c'est près de 36 000 tonnes équivalent CO2. C'est l'équivalent d'une ville de 4 500 habitants, des émissions annuelles d'une ville de 4 500 habitants. Les spectateurs représentent 2 tiers, notamment sur la partie déplacement et restauration, un peu moins hébergement parce qu'ils sont tous en camping. Et puis la piste,
Donc les consommables de la piste, les carburants et les pneus représentent 2,5% du bilan carbone. Et avec notre partenaire, on a un nouveau carburant qu'on a introduit cette année qui est pour toutes les voitures, qui est 100% renouvelable, qui est issu de résidus vinicoles français et qui fait que l'ensemble pneus plus carburant représente maintenant 1,39% du bilan carbone. Donc c'est assez peu, en effet, par rapport à l'ensemble du bilan carbone. Et du coup, par rapport à ces spectateurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de baisser un petit peu cette empreinte qui est assez forte? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a lancé trois projets cette année. Une Green Fan Zone pour essayer déjà de les sensibiliser, de les embarquer. Un Green Challenge. On a essayé de connecter toutes les initiatives RSE qu'on avait autour du circuit pour leur proposer d'être co-contributeurs et de construire l'expérience spectateur de demain. Et un billet bas carbone, donc un Green Ticket, où on récompensait ceux qui venaient en mode de transport décarboné. On a eu près de 2000 personnes qui ont joué le jeu sur le Green Ticket. C'est intéressant de comprendre leur comportement, d'essayer de les embarquer. Après, on a un gros travail à faire avec notamment la SNCF, le tram et aussi développer des infrastructures pour accueillir des voitures électriques, hybrides ou de covoiturage. Mais on sent qu'il y a... Ils jouent le jeu de plus en plus, véritablement? Ils jouent le jeu. Après, c'est comme tout. S'il y a une carotte, ils le font. Donc avec un petit cadeau éco-responsable. C'était une Eco-Cup. On avait offert une Eco-Cup à l'ensemble des participants qui venaient avec un justificatif de déplacement. Donc ça a bien fonctionné. Sur le Green Challenge, on proposait à ceux qui faisaient toutes les missions de gagner un baptême de piste en prototype hydrogène. On sait que ça passera par la gamification parce que l'écologie punitive ne marche pas. Et puis on est sur un public qui est quand même assez attaché à sa voiture. Mais je suis assez agréablement surpris parce que des membres de l'ACO qui sont passionnés de voiture me disent mais il faut qu'on passe à ce virage-là. On a un site qui est desservi par les transports en commun, donc il faut juste trouver la bonne mécanique pour faire ça. Et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Notre objectif, c'est moins 30% de CO2 en 2030 en intégrant les spectateurs. C'est important pour nous parce que ça fait partie aussi d'un événement et les spectateurs, on ne peut pas dire on prend juste notre partie événementielle et puis le reste, on s'en occupe pas. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Anaëlle, ça vous impressionne, peut-être que ça vous surprend agréablement le fait que même ces sports auto aujourd'hui ont bien compris qu'ils n'ont plus le choix? Oui, non, je pense que c'est évident qu'il faut faire un virage et il faut qu'on aille plus vite. Ouais, c'est bien, faut y aller là. Ouais. On va raconter l'histoire d'Anaëlle et ses engagements dans quelques instants, juste après les infos en bref de Sport Planète. Clément Chapelle, éco-aventurier du collectif Sport Planète, l'un de nos premiers invités, vous vous en souvenez, avec son association Plogaton, il s'est lancé à nouveau dans un défi hors du commun. Il a réalisé le premier Ironman au monde en ramassant des déchets. C'est l'Ironathon, 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un vrai marathon. Fair Play for Planet et l'ADEME sollicitent à nouveau les sportifs et les clubs à partager sur les réseaux sociaux leurs actions éco-responsables avec le lancement de la 2e édition du Fair Play for Planet Challenge. Après Nicolas Karabatic, Paul-Henri Mathieu, Cécilia Berder et Arnaud Assoumani, place à l'iconique Sébastien Chabal, l'athlète Amandine Brossier et les snowboardeuses Cécile Hernandez et Chloé Trespeuch. C'est un joli casting. Enfin, on termine avec le bilan du dernier Roland-Garros. Nadal et Swiatek ont gagné, mais pas que. La planète aussi, avec plus de 13 000 litres d'eau économisés sur le site de Jean-Bouin grâce au recyclage des eaux grises, 25 tonnes de biodéchets collectés et valorisés, ou encore plus de 11 000 personnes sensibilisées à la fresque du climat, des chiffres donnés par sportbusiness.club. Allez, place maintenant à notre éco-aventurière. Et c'est donc Anaëlle Marot qui est avec nous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes membre et fondatrice même de ce projet Azur dont j'ai parlé tout à l'heure. Expliquez-nous en quoi il consiste. Oui, merci Gaëlle. Donc Projet Azur, c'est un collectif d'aventurières. On est 3 femmes, Philomène, Solène et moi, Anaëlle. Et on va faire des aventures au service de la protection de l'eau en France. Toutes nos aventures, elles sont sans carbone, c'est-à-dire qu'on va tout faire à la force des bras ou des jambes. En kayak, à vélo, à la nage ou à pied. Donc cette année, on s'est vraiment axé sur le cycle de l'eau, puisque l'eau, c'est notre principale ressource, c'est quand même la base de la vie.
70% de notre corps, c'est de l'eau. Donc on a décidé d'illustrer le cycle de l'eau à travers 3 aventures. La première, c'est Solène, qui va faire la grande traversée des Alpes. Donc elle commence sur la montagne et elle va faire de la science participative. C'est-à-dire que cette grande traversée des Alpes à vélo va se faire en faisant des prélèvements de qualité de l'eau et qualité de l'air à chaque fois qu'elle s'arrête chaque semaine sur un endroit particulier. Donc là, tout le monde est le bienvenu pour la rejoindre, pour avoir justement un petit peu de notion sur ce qu'est la science participative, donc la science citoyenne, faire avancer la science, faire avancer les grandes causes de manière citoyenne sans faire des bacs +5 et être doctorant. Donc son vélo se transforme en véritable laboratoire. Pépito, son vélo, c'est son labo. Et donc, elle fait cette grande itinérance pendant 2 mois. Ensuite, on a Philomène, qui est une illustratrice. Elle a voyagé à travers le monde entier et elle fait des dessins qui sont incroyables. Elle s'est dit, comment je peux rajouter ma petite touche dans le projet Azur ? Et bien, du coup, elle a décidé de descendre la Loire à vélo et à la nage. Et chaque semaine, elle s'arrêtait dans une école pour dessiner la biodiversité ligérienne, donc la biodiversité de la Loire, avec les enfants. Si bien qu'on a une grande fresque désormais de 13 mètres de long, avec l'illustration de de la faune et de la flore qu'on retrouve sur la Loire. Donc là, on est plus sur un aspect sensibilisé à travers le beau, parce que les enfants, ils n'en peuvent plus. Moi, je fais partie de cette génération, et encore, je suis vieille, j'ai 29 ans, mais les enfants sont terriblement anxieux sur ce qui les attend, donc leur faire souffler, leur montrer ce qui est beau aussi. Parce que, comme le dit le commandant Cousteau, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Donc passons par là aussi, passons aussi par l'émerveillement. Est-ce que vous sentez que les enfants sont très à l'écoute ? Moi, j'ai la sensation que, alors je ne vais pas dire que nos générations sont perdues, mais en tout cas, eux, ils ont une véritable conscience au quotidien de ce qu'ils doivent faire et pas faire, parce que finalement, ils sont nés avec ça, avec ce besoin et cette urgence de protéger cette nature. Ils ont eu l'information. Ils ont eu l'information dès le début, ce qui n'est pas le cas de nos aînés. Je comprends. Enfin, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Peut-être la même chose. Donc, ouais, pour les enfants, c'est différent. Ils ont été sensibilisés dès le début. Ils ont beaucoup de responsabilités aussi. On leur en parle beaucoup et on leur met beaucoup de charges sur les épaules aux enfants. Alors, vous avez parlé de vos 2 coéquipières, mais vous dans tout ça ? Eh bien, moi, j'ai fondé donc le projet Azur il y a 2 ans, puisque j'étais... En fait, je m'occupais des jeunes volontaires en service civique, des jeunes de 16 à 25 ans qui avaient envie de s'investir pour le bien commun. Donc, j'aidais les associations à les accueillir correctement. Les jeunes, je les aidais dans leurs projets d'avenir. Et je leur disais beaucoup ce qu'il fallait faire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas en disant ce qu'il faut faire. C'est en l'incarnant, en faisant des projets vraiment de société que ça va donner envie d'agir. Et donc, comme j'étais révoltée par la pollution en Méditerranée, notamment les plastiques qu'on retrouve en Méditerranée, on voit toutes ces images là des tortues avec des pailles, etc. Puis même moi, en nageant, je me prenais des sacs plastiques. Donc, à un moment, ça m'a révoltée. J'avais une boule d'indignation qui était énorme en moi. Et j'avais besoin de transformer cette indignation en action positive. Et j'avais aussi ce besoin de me reconnecter avec la nature. Donc ces 3 aspects mélangés-là, ça a fait que j'ai décidé de partir en kayak sur la Méditerranée pendant 3 mois et d'organiser des ramassages de déchets. Donc j'étais en solitaire, en complète autonomie. J'avais un peu de courage et un peu d'inconscience avec moi, ce qui m'a permis quand même d'aller au bout de ce projet. Et donc, avec plus de 750 personnes qui m'ont rejoint pour ramasser, pour naviguer avec moi. Parce que vous l'avez déjà dit un peu, hein, c'est pas un projet solo, vous embarquez du monde. Et d'ailleurs, sur le projet de cet été, sur l'expédition qui va partir là avec Philomène notamment, vous appelez aux gens vous rejoindre. Complètement. En fait, l'idée, c'est de se dire que, allez, on va tous se reconnecter un peu avec la nature, parce qu'on en a besoin. Encore une fois, sensibiliser à travers le beau, c'est important. Vous parliez de l'écologie punitive. Il y a en effet cette notion-là aussi de... mais en fait, l'écologie, c'est cool, quoi. On parle de sobriété, on parle d'être dehors, on parle de prendre soin. Enfin, c'est chouette, c'est de l'amour. Et donc, voilà, l'idée, c'était que cette aventure solitaire soit quand même une aventure participative, puisque énormément de personnes, en fait, ont besoin de transformer cette éco-anxiété en action positive. Énormément de personnes ont besoin de se rassembler et de faire un petit geste comme ça pour peut-être aller plus loin ensuite dans le militantisme. Au-delà de ces descentes en kayak, à la nage, de la course à pied, vous animez aussi des conférences
théâtralisé avec une association qui s'appelle Tout sur ma mère. Vous en êtes la présidente. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, je suis plus présidente, heureusement, maintenant. Enfin, heureusement, je veux dire... Vous avez passé la main. Ouais, voilà, avec plaisir, j'ai pu passer la pagaie à notre nouvelle présidente, Léa, qui est formidable. Et oui, donc, à côté de ces aventures, en effet, je suis un peu comédienne, si on peut dire ça, speaker, où en fait, je vais raconter mes aventures sur scène. Encore une fois, avec cette idée que l'art et la beauté peuvent être une très bonne manière de faire passer le message. Donc, je monte sur scène pendant 1 heure, je danse, je chante, je fais un peu plein de choses et je raconte mon aventure en Méditerranée, donc en solitaire à l'assaut du plastique. Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous la raconter ici sur ce plateau. Alors, l'émission n'est pas terminée, je vous l'avais promis au début, le voici. C'est l'Écolo Quiz. Allez, c'est d'actualité, on va parler de vélo et surtout du Tour de France. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Eh bien, le plus rapide a 1 point, on verra qui est le plus fort sur notre quiz. Alors, en moyenne, dites-moi combien de tonnes de déchets sont collectés dans chaque ville, étape où passe le Tour de France. Chaque ville, étape 30 ? Non, c'est moins quand même. Sur les 34 villes-étapes, on compte 3 tonnes de déchets collectés à chaque fois. Et là, un petit peu plus de la moitié partent au recyclage. Voilà, 3 tonnes sur chaque ville-étape. Ce qui est déjà beaucoup, hein. On l'a dit, pour ne pas avoir de déchets, il ne faut pas en créer, vous le savez. Attention, combien de goodies sont distribués chaque année pendant le Tour de France ? 2 millions ? 2 millions ici ? 1,2 million. Je sais que c'est beaucoup moins, mais la dernière fois, j'en ai vu Moi, pas je vous mal dirais que encore. c'est beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. 18 millions de goodies distribués, souvent en plastique d'ailleurs. Et il va falloir travailler beaucoup, puisque vous le savez, hein, la caravane publicitaire du Tour, c'est ce qui attire aussi. Donc, il va falloir travailler. On va avoir un œil attentif cette année sur ce qu'il se passe dans la caravane. Vous n'êtes pas très fort, il faut vous ressaisir là. Hein. Je vais vous demander quelle ville a refusé d'accueillir une étape du Tour lors de l'édition 2021. Lyon. Pour le départ de la Grande Boucle. C'est Rennes ? Non, c'est Rennes. Le départ de la Grande Boucle. C'est Rennes qui a refusé de remplacer Copenhague au pied levé. Copenhague qui n'avait pas pu accueillir le départ du Tour à cause de la pandémie. Évidemment, combien de spectateurs se déplacent en voiture ou camping-car chaque année en moyenne pour voir les coureurs ? Alors, combien de spectateurs ? 15 millions ? Un petit peu moins. 11. Ouais, entre 10 et 12 millions, allez, je l'accorde, mais parce que il est bon en maths. Je le mérite pas, je le mérite. Et là aussi, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les 24 heures du Mans. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement, sur ce spectacle, mais c'est aussi pour ça que les gens l'aiment. Il n'y a pas de tram. Il n'y a pas de tram pour monter en haut de l'Alpe d'Huez, effectivement. Alors, vrai ou faux maintenant ? Sur le Tour de France, il y a 0 bouteille en plastique. Faux. Ah, c'est faux. Et c'est sur la Vuelta qu'il n'y en a plus depuis l'édition 2021, le Tour d'Espagne, seul grand tour qui n'a plus de bouteilles en plastique à usage unique. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Et puis on va terminer avec une citation. Je vais essayer de vous demander qui l'a dite. Nos habitudes depuis des décennies ne peuvent plus perdurer si l'on veut assurer un avenir aux générations futures et à notre planète. Il est cycliste. Arnaud Démarre ? Non, même génération. Thibaut Pinot. Non, Alain Philippe. Non, mais c'est pas loin. Romain Bardet. Romain Bardet, coureur de l'équipe française AG2R, la mondiale, c'était déjà en 2019. On n'a pas battu les records du quiz aujourd'hui. On n'a pas battu les records du quiz. J'aurais peut-être dû vous dire de réviser un petit peu vos chiffres du Tour de France. J'aurais pu faire basket, mais on aurait dit qu'il y avait un parti pris sur ce plateau. Donc on s'est intéressé à l'actualité. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bel été, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Sport Planète et nous on va se quitter avec de très belles images du rallye naturel dont on a parlé tout à l'heure. À très bientôt.
C'était votre émission Sport Planète pour un sport plus responsable avec Maïf, assureur militant.